Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le SDF tire à boulet rouge sur le gouvernement accusé d'instrumentaliser la loi antiterroriste pour embastiller et maintenir en prison des Camerounais dont le seul crime est d'exprimer leur opinion sur la marginalisation des régions anglophones. Réunis le week-end au sein du comité exécutif national, le principal parti de l'opposition compte choisir son candidat à l'élection présidentielle de 2018 en octobre 2017. On en parle dans ce journal. 25 ans après le décès de Monseigneur Albert Ndogmo en exil au Canada, Equinox Télévision dépoussière des archives de l'ancien évêque de Konsamba, condamné à mort dans un premier temps pour sa connivence avec des leaders de l'UPC. À suivre dans ce journal des révélations troublantes sur la face cachée du régime Ahidjo, ses liens avec des leaders de l'UPC et son exil au Canada. C'est à suivre au cœur de cette édition du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le principal parti de l'opposition tire à boulet rouge sur le gouvernement accusé d'instrumentaliser la loi antiterroriste pour embastiller et maintenir en prison des Camerounais dont le seul crime est d'exprimer leur opinion sur la marginalisation des régions anglophones. Le SDF qui s'insurge contre l'attitude réfractaire des pouvoirs publics à négocier avec les leaders du consortium de la société civile anglophone. Pourtant, le gouvernement a plusieurs fois négocié avec les terroristes Boko Haram pour obtenir la libération des ex-otages camerounais et étrangers à l'extrême nord du Cameroun. Ce sont quelques résolutions contenues dans le communiqué signé du chairman du SDF au terme du comité exécutif national de ce parti qui compte choisir dans 5 mois son candidat à l'élection présidentielle de 2018. Des précisions avec Donald Anyuzwa. Les résolutions du comité exécutif national du Social Democratic Front adoptées à l'issue de la réunion du 27 mai à Bamenda s'ouvrent sur la vie du parti. Le NEC, à ce sujet, félicite les militants pour avoir respecté à l'échelle nationale la position du parti de ne pas célébrer la fête de l'unité nationale le 20 mai 2017. Les militants ont aussi reçu les félicitations de la plus haute instance du SDF pour leur implication à la réussite du 27e anniversaire du Social Democratic Front célébré le 26 mai dernier. Le NEC, qui a adopté les rapports des commissions portant réorganisation des régions du centre, sud et Adamawa, demande aussi que soient annulées toutes les sanctions disciplinaires infligées aux militants dans la région du centre en attendant la mise sur pied du bureau régional de cette formation politique dans cette partie du pays. Parmi les résolutions du NEC figure aussi l'annonce du congrès du parti pour le mois d'octobre 2017. C'est à l'issue de ces assises que devrait être connu le nom du candidat investi pour briguer un mandat présidentiel lors des élections de 2018. S'agissant de la situation sur le plan national, le NEC propose la mise sur pied d'une commission spéciale chargée de faire un rapport exhaustif sur les meurtres et les violations des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le début de ce qui est désormais convenu d'appeler la crise anglophone. Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme qui continue de faire des victimes dans l'extrême nord du Cameroun, le SDF accuse le pouvoir de Yaoundé de n'avoir pas suffisamment entretenu le dialogue avec les membres de la société civile dans la perspective de la libération des otages. Enfin, sur le plan international, le comité exécutif du SDF a adressé ses félicitations à Emmanuel Macron pour sa brillante élection comme président de la République française. Des médecins syndicalistes dans des zones reculées du Cameroun. Le ministre de la Santé publique a entamé ce lundi des séances de travail avec le corps médical des hôpitaux publics de référence situés dans la ville de Douala. Les échanges entre André Mamafouda et des médecins se sont tenus à huis clos. Ni la presse, encore moins les autorités locales ne sont conviées. De telles manœuvres de discrétion qui laissent transparaître des inquiétudes des pouvoirs publics sur les risques d'un nouveau débrayage des médecins du secteur public. Nos reporters Mitterrand Dam et Flavien Dongo ont campé durant des heures
à l'hôpital La Quintini de Douala pour passer à jour ces réunions et séances de travail entre le ministre de la Santé publique et des médecins. Reportage. Juste derrière moi, l'entrée principale de l'hôpital La Quintini de Douala. Et c'est ici que le ministre de la Santé publique a choisi de venir rencontrer les responsables de cette formation sanitaire. Mais pour quelles raisons? Difficile pour nous de dévoiler au grand public de quoi il est véritablement question, puisque la rencontre est interdite à la presse, l'information qui nous a été révélée. Mais l'on soupçonne qu'il y aurait bien des choses qui se déroulent dans cette formation sanitaire. Des sources proches du ministère de la Santé publique font savoir qu'André Mamafouda n'est pas à Douala pour une balade de santé. La grève des médecins qui secoue le secteur de la santé publique depuis quelque temps semble avoir fait perdre le cas qui s'apprête à passer à une autre phase de la grève. Les sanitaires sont au centre d'une enquête initiée par le ministre de la Santé publique. Cette opération d'incinération des produits périmés de distraire les médicaments encore en cours de validité. L'autre point chaud de ces meilleures conditions de prise en charge. La cause, les kits qui constituent les éléments de leur prise en charge sont en rupture depuis bientôt un mois. Mais est-ce que ce sont ces raisons qui ont amené le ministre de la Santé publique à Douala? Difficile véritablement de savoir. Mais à y voir de près, les séances de travail tenues à huis clos dans la plupart des formations sanitaires publiques de Douala, et pire encore, loin des micros et caméras, ont sans doute donné l'occasion au ministre de la Santé publique et ses proches collaborateurs d'évoquer les multiples mouvements d'humeur qui plombent le fonctionnement des hôpitaux publics au Cameroun. À la veille du baccalauréat, les sous-centres d'examen sont-ils prêts à accueillir les candidats? Julienne Berthe-Bissaï et Innocent Abega se sont rendus au lycée d'Akwa, ici à Douala, pour s'en tenir de la situation. Reportage. Je suis venue me rassurer en ce qui concerne mon nom, date de naissance, mon numéro de banc, la classe, pour que je ne sois pas surpris le premier jour. Je suis venue regarder mon nom, comment il est écrit, mon numéro et ma salle. Je suis venue regarder mon numéro de banc et ma salle. Oui, tout est correct, c'est exact. Oui, tout bien écrit. J'ai juste hâte de composer, je suis trop fière. Bon, c'est comme si les résultats étaient assortis. J'ai un peu peur parce que pour moi c'est comme si c'était du nouveau, mais je sais que je vais affronter cet examen demain et je vais bien le commencer. J'ai peur parce que je ne suis pas stressée. Je me sens comme ça, c'est comme si c'était une séquence en classe. Je vais composer comme toutes les autres séquences en classe. Je ne suis vraiment pas stressée, c'est ça qui me fait plutôt peur. Et si je ne venais pas aujourd'hui, je ne devais pas savoir qu'on exigeait SINAT. Peut-être l'année passée, j'avais le chion comme ça quand je venais composer. Menace de malnutrition plane sur le septentrion du Cameroun. Les exactions des terroristes ont fait fuir des agriculteurs de leurs terres
Du coup, la production a reculé ces 3 dernières années. Le gouvernement tente de relancer une campagne agricole dans un contexte de sécurité précaire. Amadou Daïrou et Kate Diarra. 2 mois après le lancement de la campagne agricole 2017 dans la zone méridionale à Buea, les populations du septentrion ont eu droit à la leur. Dans la zone septentrionale, par rapport aux zones méridionales, la campagne avait été lancée en mars 2017 à Buea. Une ouverture de saison agricole sous fond de revendications, puisqu'ici, la secte islamique Boko Haram continue de s'aimer la terreur, poussant les agriculteurs à changer leur méthode de travail. On passe nuit à Mora, mais nos familles comme nos femmes, on laisse au village. Et puis le matin, on part avec un peu de carburant pour aller arroser le champ. De temps en temps, c'est comme ça qu'on a produit nos productions dont vous voyez actuellement. Un changement qui a opéré jusque dans la vie de tous les jours. Car en plus de se mettre à l'abri, il faut continuer de travailler afin de subvenir aux besoins de la famille. Chose pas toujours aisée, alors on se mobilise pour poser des doléances. Quand il y a l'insécurité, on a peur d'évacuer les produits et se bloquer à la maison. Notre doléance, c'est qu'il renforce l'insécurité. Il peut avoir les gens qui renforcent l'insécurité au niveau des villages. Et là, ça serait notre grand souhait. Ces doléances seront écoutées par le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, qui n'est pas venu jusqu'ici les mains vides. Nous avons choisi de mettre l'accent sur l'accompagnement du retour des populations sur leur site. Et nous avons apporté, comme vous l'avez suivi, du matériel et de l'équipement pour permettre aux populations de se relancer. De quoi rajouter du sourire aux lèvres de ces agriculteurs qui, en plus du don de matériel, ont reçu un appui financier évalué à près de 700 millions de francs CFA. Je vous annonce en deuxième partie de ce journal le vice-président national du SDF, l'honorable député Joshua Ossi, l'invité du 20h pour analyser et décrypter la résolution du NEC, mais aussi se prononcer sur son éventuelle candidature à la tête du SDF pour être candidat pour l'élection présidentielle de 2018. Mais avant, d'abord cet autre programme d'appui aux PME agricoles et agroalimentaires dans les régions du centre, notamment à Ezeka, mais aussi dans le département, dans l'arrondissement de Mfou, où de nombreux paysans ont pu bénéficier de quelques appuis de la part du gouvernement. Joël Niem et Gladys Sidier. Ils sont de plus en plus nombreux, des jeunes porteurs de projets. Des projets qui, pour la plupart, peinent à fonctionner, soit faute de financement, soit parce que les promoteurs de ces entreprises manquent d'expertise. C'est pour résoudre les problèmes qui gangrènent le secteur de l'entrepreneuriat que le programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires a été présenté aux principaux acteurs, avec cette fois un nouveau système qui garantit de meilleurs rendements. Le programme se déploie à travers 3 composantes. La première, c'est un système d'information technico-économique à mettre à la disposition des opérateurs économiques du secteur des petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. La deuxième composante, c'est le renforcement des capacités des EMF et la mise à disposition des produits non financiers à destination des PME agricoles. Pour ça, nous devons mener les cadres de concertation pour permettre une plus grande fluidité des informations parmi les acteurs. Et l'objectif étant qu'à l'issue de ces cadres de concertation dans les 3 bassins, où se déploie le programme, le bassin du centre, le bassin de l'ouest et le bassin du nord-ouest, que nous ayons par composante 3 projets collaboratifs que nous devons financer. Les porteurs de projets seront soutenus par un réseau de formateurs qui leur permettront d'améliorer leurs compétences et par là leur compétitivité. Aussi, les subventions accordées seront remises au terme de la formation. Nous sommes un programme un peu particulier qui n'octroie pas de financement direct aux bénéficiaires. C'est pour ça que nous intervenons plutôt dans la chaîne de valeur pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir bénéficier de l'ensemble des services que le programme peut déployer, afin que du coup, on n'a pas un problème particulier de s'assurer que le bénéficiaire a reçu
le financement. Ce nouveau système de subvention intervient après l'échec de la première phase du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. L'accent à présent est mis sur la transparence dans l'octroi des financements, mais aussi sur la formation des entrepreneurs. 25 ans après le décès de Monseigneur Albert Ndogmo, Equinox Télévision a choisi ce soir de dépoussiérer les archives de l'ancien évêque de Konsamba, condamné à mort dans un premier temps pour sa connivence avec des leaders de l'UPC, et après il a été libéré et est parti en exil au Canada. Dans un entretien accordé à une chaîne canadienne, il a évoqué les raisons de ses liens avec les leaders de l'UPC, mais aussi la face cachée du régime Ahidjo et son séjour au Canada. Des précisions dans ce reportage signé Éric Martial Ndjomo. Ordonné évêque de Konsamba le 16 août 1964, Monseigneur Albert Ndogmo est le premier prélat noir à occuper cette fonction. Ceci dans un contexte politique particulier au lendemain des indépendances. J'ai succédé à un évêque français, Monseigneur Paul Bouc, sous lequel il y a eu chez nous la guerre civile et une guerre civile qui opposait les hommes d'un parti politique à ceux qui avaient pris le pouvoir après le départ de la France en 1960. Alors, ceux-là se sont établis sur les territoires de mon diocèse sous mon prédécesseur. Il y a eu le terrorisme politique, on a tué des prêtres. Sa liberté de ton et ses multiples publications relativement hostiles au régime d'Amadou Ahidjo poussent beaucoup à lui prêter des ambitions politiques. Pourtant, il est, selon ses propres dires, sollicité pour servir de médiateur avec les responsables de l'Union des populations du Cameroun taxé de rebelles à ce moment-là. Et j'ai réussi à négocier avec les chefs rebelles et j'ai pu ainsi obtenir la paix. Malheureusement, lorsque le chef rebelle fut pris, on trouva dans son sac un document qui révélait que je l'avais vu un certain nombre de fois pour négocier avec lui. Le 27 août 1970, il est arrêté et condamné pour complicité dans un plan d'assassinat du président Amadou Ahidjo, fomenté par les responsables de l'UPC. Je suis ici suite à une situation politique dramatique dans mon pays. Le Cameroun. Le Cameroun. J'ai été appréhendé par les pouvoirs politiques, jugé par un tribunal militaire, condamné à mort, puis gracié, puis condamné à la détention perpétuelle. Et après ma libération, 5 ans après mon emprisonnement, je me suis trouvé mal en point. Le pape d'alors, Paul VI, usera de toute son influence pour sa libération. Seule condition imposée par les autorités de Yaoundé, qu'il quitte le territoire une fois libéré. Le pape a beaucoup fait pour certainement m'obtenir la libération. En exil sur le sol canadien, Monseigneur Albert Ndogmo s'adaptera autant que faire se peut. Si au début, évidemment, quand je commençais à prêcher dans l'église de Sainte-Monique des Saules ou de Saint-Sacrement à Québec, je me demandais un peu comment ils allaient accueillir ça. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, en raison d'une de mes convictions théologiques, que depuis que le Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme, tout homme est mon frère. Pendant son exil, Monseigneur Ndogmo reviendra au Cameroun 2 fois après le départ d'Amadou Ahidjo, en 1985 lors de la visite de Jean-Paul II et en 1989. À présent, la liste des 23 lions indomptables retenus par le sélectionneur national, parmi les gardiens, bien sûr, Ondoa, Onana, Bokwe, les défenseurs, 8 défenseurs retenus, Mabuka, Faye, Ngande, Teke, Oyongo, Ngwem, Guiota, Oona, et les milieux de terrain, Siani, Ndjoum, Mandiek, Zambo, Anguissa, également les attaquants, Bassogog, Toko, Nzwa, Ndip, Tambe, Mukanjo, Ngande, Boumal, Olivier. L'on note que les champions d'Afrique, ils sont au moins une dizaine retenus pour cette expédition menée par l'entraîneur-sélectionneur Hugo Broos pour les différentes rencontres que le Cameroun doit livrer dans les tout prochains jours relatifs aux éliminatoires justement de la Coupe du Monde Russie prévue, donc la Coupe de la Confédération, mais aussi pour préparer ces différentes rencontres internationales, à savoir la Coupe de la Confédération, mais aussi la prochaine CAN, également la Coupe du Monde qui se jouera en Russie. Là, à présent, maintenant, je vous propose de suivre les résultats de la 16e journée Elite One
qui s'est joué ce week-end à Douala. New Star qui s'est incliné devant Canon, 1-2. Dragon qui a battu Stade Renard, 1-0. Lion Blessé qui a battu Colombe, 1-0. Astre qui a battu Aigle, 1-0. Racing de Bafoussam qui est venu à bout de Bamboutos de Bouddha, 1-0. Union et UMS ont fait match nul, 1 but partout. Young Sport et Feutieux FC, le score de ce match, 2-0 en faveur de Feutieux FC, soit au total 11 buts marqués en 7 matchs. Même sans jouer, Edding FC est bien parti pour décrocher le titre honorifique de champion de la phase aller. Et le classement non officiel note qu'en au terme de cette 16e journée, Edding est premier de ce classement avec 30 points, avec un match en retard, deuxième UMS, et bien sûr au bas du classement, New Star et Lion Blessé, avec respectivement 13 points et 10 points pour ces deux clubs. Parlons à présent de ce match entre Racing de Bafoussam et Bamboutos de Bouddha. Malgré les tensions de trésorerie, le club de Bafoussam essaye de se maintenir en Ligue 1 de football. Racing a battu Bamboutos de Bouddha 1-0. Les temps forts de ce match dans ce reportage signé d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Après le match des supporters durant toute la semaine sur les chaînes de radio, télévision et réseaux sociaux, le derby régional Racing-Bamboutos connaît un record d'affluence au stade Omnisport de Bafoussam pour cette avant-dernière journée de la phase allée de Ligue 1. Partie des 4 coins du Cameroun, les différents clubs de supporters et comités de soutien poursuivent le match des supporters pour porter chacun son équipe à la victoire. En dépit de l'ouverture du score par le tout-puissant de l'Ouest à la 26e minute, les deux manches du match sont une véritable pilule très amère à avaler. Mené au score, le milliard de supporters des Mangwa Boys est très confiant que son équipe va remettre les pendules à l'heure. La moindre incursion dans chaque camp fait frémir les supporters. Mais la grande forme de l'ange gardien dans sa cage rassure, faisant même rêver sans conviction d'une victoire du TPO en panne de réussite depuis 7 journées. Le Racing tord sans rompre pendant 64 minutes. Et au coup de sifflet final, le TPO a brisé le signe indien à la grande désolation des supporters de Bamboutos. Leur équipe n'a plus gagné depuis 5 journées. Ainsi, le Racing de Bafoussam renoue avec la victoire. La 3e à domicile depuis l'exploit d'1-0 face à Coton Sport de Garoua à la 8e journée. C'est la première victoire de Bertrand Gougny depuis le départ de Guy Bertin Djemnan sur le banc de touche du Racing. Merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de gagner ce match, mais dans la manière. Mais surtout maintenant, je pense qu'il faut relativiser. Ce supporter du TPO parti de Douala pour ce match historique remercie de tout cœur Equinox Télévision pour le travail abattu autour des derbys régionaux. Nous disons grandement merci pour Equinox, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour le regard de l'Ouest et nous disons aussi un bonsoir à la voix de l'Ouest qui est Jean-Paul Chouniat. En crise depuis quelque temps, le tout-puissant de l'Ouest a donc sorti sa tête de l'eau. Le club phare de la MIFI clôturera-t-il la dernière journée de la phase allée de Ligue 1 en beauté avec une première victoire à l'extérieur face à Stade Renard de Melon, Joswit Annecy. L'analyse de ces résultats de la 16e journée de Ligue 1, mais aussi la liste de Hugo Bros pour les 23 Lions indomptables convoqués pour un stage. Eux qui ont effectué une séance d'entraînement cet après-midi. C'est à suivre dans l'émission 100% foot juste après ce journal. Mais avant, la deuxième partie consacrée à l'analyse et au décryptage des résolutions du NEC du SDF. Je reçois sur ce plateau le vice-président national du SDF, honorable député Joshua Ossi. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Au terme du comité exécutif qui s'est tenu le week-end, comité exécutif national, vous avez affirmé dans un communiqué que le régime Biya mène une guerre non déclarée contre les citoyens du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous avez les preuves de telles accusations graves à l'endroit du gouvernement?
Déjà, ce n'est pas un communiqué, ce sont les résolutions du parti. Et je pense que rien qu'en regardant les différentes émissions consacrées à cette crise de cette chaîne de télévision, on vient à la même conclusion qui est la nôtre. Il est évident que, au vu de tout ce qui se passe et surtout l'incapacité ou le manque de volonté du gouvernement camerounais à trouver des moyens pour résoudre la crise, les gens ne vivent plus en paix. Quand on n'est pas en paix, on est en guerre. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, c'est une guerre non déclarée contre les populations innocentes. Mais le gouvernement estime que ce sont certains activistes extrémistes qui sont des fauteurs de troubles, qui appellent à la rébellion, qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Et le gouvernement essaye tant bien que mal de protéger les populations de ces activistes extrémistes-là. Comment comprendre que vous présentez plutôt le gouvernement comme celui qui déclare une guerre, qui mène une guerre non déclarée à ses propres populations? Écoutez, partout où il y a injustice, on a une responsabilité d'y être. Et je vais utiliser une analogie un peu inopportune, mais c'est peut-être parce que la question me pousse à le faire. Nous avons une guerre connue contre Boko Haram dans l'extrême nord, mais il n'est jamais, malgré le fait que Shekau a utilisé les réseaux sociaux pour diffuser ses vidéos et même des chaînes de télévision, il n'est jamais venu à l'idée du gouvernement camerounais de fermer les réseaux sociaux dans cette zone du pays et d'arrêter les télévisions qui diffusaient ces images de propagande et autres. Ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest est inadmissible d'un point de vue des droits de l'homme pour un pays qui se veut moderne, démocratique comme le Cameroun. Et c'est pour cela que nous nous insurgeons contre cette façon de faire et surtout nous rappelons au gouvernement que la responsabilité de l'ordre lui incombe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il y a des activistes et vous les appelez comme vous voulez que vous allez accepter le fait que 2 régions sur 10 d'un pays soient complètement paralysées pendant aussi longtemps. Il y a des solutions sur la table. Nous avons donné des pistes au gouvernement pour trouver des solutions avec ceux qui discutaient. Vous voyez, quand vous prenez ceux qui sont à la table de discussion avec vous et vous les mettez en prison et vous les accusez de terrorisme pendant que nous savons que les vrais terroristes sont ailleurs et continuent à terroriser les populations innocentes dans l'extrême nord, il y a un 2 poids 2 mesures que plus personne ne comprend. Mais le gouvernement estime que parmi ces leaders du consortium de la société civile anglophone et aussi d'autres personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise, qui en a parmi eux qui ont incité à la révolte, au soulèvement et qui ont participé à la destruction des biens publics durant les manifestations survenues entre novembre et décembre 2016. Est-ce que ces arguments ne tiennent pas pour mettre à la disposition de la justice toutes ces personnes-là? Écoutez, c'est exactement les mêmes erreurs que ce même gouvernement avait fait en tuant Ernest Wandje il y a exactement, je crois, 45 ou 46 ans maintenant. C'est exactement les mêmes décisions que ce même gouvernement. Il ne faut pas oublier, il ne s'agit pas de notre gouvernement. L'UNC est devenu le RDPC. C'est les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont fusillé Ernest Wandje sur la place publique à Bafoussam. C'est les mêmes qui ont enfermé Monseigneur Ndogmo et qui l'ont ensuite poussé à l'exil. Vous en parlez, c'est pour ça que je fais un peu l'analogie. Et c'est exactement les mêmes qui étaient incapables de prendre les bonnes décisions lors du commandement opérationnel. C'est les mêmes qui étaient incapables de prendre les bonnes décisions en février 2008. Qui sont encore aux commandes aujourd'hui, qui répètent les mêmes manquements, errements, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est pour cela que nous avons une responsabilité politique de les rappeler à l'ordre. Mais justement, l'État du Cameroun s'est montré favorable pour une mise en liberté provisoire des leaders de ce consortium de la société civile anglophone, Maître Akbor Mbala et le docteur Fontem, qui peuvent être placés sous surveillance judiciaire. C'est la proposition de leur avocat qui a été du moins appréciée et a eu un écho favorable auprès de l'État du Cameroun. Le tribunal va se prononcer le 7 juin prochain. Est-ce que ce n'est pas un signal visant à apaiser les tensions? Écoutez, quand ils seront dehors, quand tous ceux qui ont été enfermés, tout simplement parce qu'ils avaient une opinion contraire à celle du régime en place, ne seront plus en prison, ça sera un début d'apaisement. Mais nous leur disons cela depuis le premier jour, depuis qu'ils ont été arrêtés. On leur a dit c'est une grosse erreur.
Vous ne devrez pas le faire. Et donc aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est de les libérer. Nous ne demandons pas de les libérer le 7 juin, nous ne demandons pas de les libérer. Nous savons que ce sont des prisonniers de conscience, ce sont des prisonniers politiques. Ne venez pas le camoufler derrière un tribunal. Si c'était des prisonniers ordinaires, ils auraient été enfermés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a des tribunaux militaires qui ont été créés, il y a des gens qui sont payés dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Le ministre de la Communication a fait savoir que le tribunal militaire à Yaoundé a compétence nationale. Ben, le tribunal militaire a compétence nationale, je le lui concède, mais il n'y a aucune raison. Le fait que le tribunal de Yaoundé a compétence nationale ne veut pas dire que le tribunal de Buea ou de Bamenda est incompétent. Ça veut tout simplement dire qu'ils veulent avoir le contrôle sur le tribunal. C'est ma lecture de la chose. Donc, franchement, si c'était les délits que vous avez énumérés, que d'ailleurs même la Cour n'est pas d'accord puisqu'ils sont tous taxés de terroristes, ils auraient été jugés depuis longtemps déjà dans ces tribunaux-là. Mais si on a dû les kidnapper et les envoyer jusqu'à Yaoundé pour les avoir sous contrôle là-bas, et ils ne sont pas seuls, il y a des centaines de Camerounais qui sont dans ce cas aujourd'hui. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une affaire politique, comme c'était le cas dans les années 60, comme c'était le cas en 2008. C'est exactement la même chose qui se répète. La situation est quand même particulière. Ça fait déjà près de 7 mois qu'il y a une désobéissance civile qui persiste à Bamenda et à Buea, au point que ça a affecté le système éducatif. On est à la veille des examens officiels, baccalauréat et bientôt dans quelques semaines. Oui, pour certains d'entre eux, le baccalauréat général, mais aussi le DCE et O-Level qui doit démarrer d'ici le mois de juin. Alors, est-ce que, pour vous, la libération de ces leaders-là, du moins mis sous surveillance judiciaire, peut permettre de décrisper les tensions et mettre fin à cette désobéissance civile? C'est pas moi qui suis... je fais pas partie des grévistes. J'ai une responsabilité politique de venir à leur écoute et de les défendre quand ils ont raison. Et pour la plupart des points qu'ils ont mis sur la table, ils ont effectivement raison. Mais vous avez bien fait de dire que ce sont des leaders, ce sont des syndicats qui sont en grève. Ce sont des organisations de la société civile. Et nous ne pouvons que prendre une position politique par rapport à leurs revendications. Donc vous ne pouvez pas me demander, moi, si ça va peser. Je peux vous dire avec beaucoup de certitude que le président national du SDF a rencontré plusieurs personnes pour essayer de les ramener vers la raison en leur disant que toutes les décisions, les unes après les autres, que Yaoundé était en train de prendre par rapport à cette crise étaient des mauvaises solutions pour un vrai problème existentiel, un vrai problème de fond. Un vrai problème parce qu'il y a un contentieux historique et il y a un problème de marginalisation et il y a un problème de malgouvernance et vous ne pouvez pas gérer ces trois problèmes avec des simples petits arrêtés ministériels et des décrets présidentiels. C'est impossible. Justement, regardez cette prise de position du SDF. Il y a certains universitaires qui estiment, qui reprochent au SDF de surfer sur la fibre communautaire anglophone et d'agiter le spectre émotionnel de l'extrémisme avec ce côté historique entre le Cameroun occidental et le Cameroun oriental pour faire monter les enchères politiques autour de cette crise anglophone. Que répondez-vous à cela? Je pense que si on voulait faire monter les enchères, on aurait pris part dans cette crise. On s'est toujours montré distant. Nous sommes le seul parti politique. On a été accompagné dans un cas... de l'honorable Apolipote de l'UPC qui a bien voulu venir avec nous et qui a partagé notre vision de la chose. On est le seul parti politique qui sommes allés en écharpe vert, rouge, jaune, voir les gens qui manifestaient, tenir des meetings à Buea et à Bamenda pendant les manifestations pour les écouter et pour leur dire quelle était la vision qu'on avait pour ce pays qui n'épousait pas du tout ce qu'eux ils voulaient. On a eu le courage de le faire, aucun autre parti politique, aucune administration, aucun responsable politique. Mais de quoi estime que c'est une récupération politique d'un mouvement que vous n'avez pas pu initier? Si on voulait faire de la récupération, on n'aurait pas surfé sur un vent contraire. On aurait dit qu'ils avaient raison. Quand on les a rencontrés, c'était de leur dire « vous êtes de la société civile, voilà ce que vous pouvez demander, voilà ce qui appartient à la sphère politique. Nous allons prendre ce combat politique, mais continuer du côté de la société civile. » Maintenant, pour ajouter à cela, de ce qui est du ressort de la société civile, pour ajouter à cela, nous n'allons pas laisser l'injustice
s'installer dans ces deux régions. Et ce n'est pas parce que le siège du SDF est à Bamenda. Je crois que quand il y a eu des problèmes dernièrement dans le département de la Bumba Ngoko, nous y étions. Quand il y a eu des villageois qui se sont entretués, on était le seul parti politique sur place. Quand il y a eu des problèmes d'électricité dans le Oignon, nous y étions. Je peux prendre 10 000. Moi-même, j'ai été à plusieurs reprises au front pour rendre visite aux populations dans l'extrême nord par rapport à la crise de Boko Haram. À plusieurs reprises. Et j'ai pu toucher du doigt ce qui se passait là-bas. Il y a très peu d'autres responsables politiques qui ont pu le faire jusqu'à présent ou qui ont eu la volonté de le faire. Donc j'étais et je représentais mon parti. C'est juste pour dire que nous ne nous occupons pas que du nord-ouest et du sud-ouest. Nous nous occupons de tous les foyers de tension, de partout où il y a injustice. Justement, mais si aujourd'hui nous sommes sur le même sujet pendant 7 mois, c'est parce que pendant 7 mois, le régime de Yaoundé fait tout pour essayer de faire pourrir la situation en prenant mauvaise décision sur mauvaise décision. Alors, à quoi va servir cette commission spéciale que vous annoncez pour faire la lumière sur la violation des droits de l'homme dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors qu'il y a déjà plusieurs rapports qui ont été rendus publics, notamment celui de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi une commission spéciale pour faire la lumière sur ces violations? La commission, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas, au sein du comité exécutif national du SDF, nous étions dans l'incapacité de faire un inventaire de ces violations-là jusqu'à présent. Nous étions même dans l'incapacité de s'accorder sur le nombre de morts. Et donc nous avons décidé, au lieu de venir proclamer quelque chose ou déclarer quelque chose sur la base d'aucun fondement, nous avons décidé qu'un travail doit être fait pour faire l'inventaire de nombre de personnes décédées par rapport à cette crise, de faire l'inventaire des violations des droits de l'homme, le nombre de femmes violées, etc., de faire l'inventaire de nombre... À quoi servira ce rapport après Mais parce qu'il faut le savoir, vous savez, aujourd'hui, demain, quand vous irez à l'école, on va vous dire que grâce à l'inventaire qui a été fait par quelques historiens, on sait aujourd'hui que 400 000 Camerounais ont été tués pendant les années dites de maquis, ou 450 000. Mais il n'y a aucun autre livre qui le dit. Et c'est grâce à ce travail de ces historiens qu'aujourd'hui nous savons que nous avons été trompés tout ce temps. Qu'on nous a jamais annoncé les chiffres exacts. Nous savons, grâce au travail de certaines ONG pendant la crise de 2008, qu'il y a eu 148 morts, 148 jeunes qui ont été tués par balle. Si ce travail n'avait pas été fait, on n'aurait pas de chiffres. On dirait, Cédric, qu'il y a eu plusieurs morts, etc. Donc c'est important de faire ce travail pour savoir exactement ce qui se passe. Alors, honorable député, avant de sortir, j'aimerais que vous réagissiez justement sur un autre rapport, dont les conclusions ont été rendues publiques il y a quelques jours. C'est la commission d'enquête sur le drame ferroviaire des ECA. Il y a eu un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République qui fait savoir que le transporteur ferroviaire est le principal responsable de ce drame ferroviaire. Mais sur les causes de l'accident, il y a désormais une mésentente entre Camrail et les conclusions de ce rapport. Quel est votre regard sur ce sujet ? Déjà, c'est une commission d'enquête. C'est un communiqué donnant les conclusions d'une commission d'enquête. Il ne s'agit pas d'un procès. Donc, c'est une commission d'enquête pour donner des résultats à ceux qui l'ont commandé. C'est le gouvernement camerounais qui, pour moi, fait partie du problème. Et je constate que ce communiqué est venu nous dire, c'est ce que les Camerounais savaient déjà le jour même de l'accident. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau. Ce que le communiqué ne nous dit pas, c'est comment est-ce que Bolloré est arrivé dans cette concession. Comment est-ce qu'il y a eu autant de légèreté dans l'attribution de cette concession et qui sont les responsables de ce côté-là. Vous savez, quand il y a corruption, il y a un corrupteur et un corrompu. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le corrompu qui vient nous parler du corrupteur. Et d'ailleurs, le corrupteur a donné la réplique. Donc, on attend de voir. Mais moi, je pense qu'il faut être un peu plus sérieux que cela. Il y a eu beaucoup de commissions d'enquête au Cameroun. C'est la première fois qu'on a un semblant de communiqué, parce qu'il serait peut-être important aujourd'hui, après le communiqué, de publier cette enquête.
Comme ça, on sait exactement qui a dit quoi pendant l'enquête. C'est très, très important parce que le communiqué à lui tout seul ne nous dit pas grand-chose. Il nous donne une orientation que tous les Camerounais avaient déjà. Et donc, qu'on nous donne l'enquête de fond et puis, deuxièmement, qu'on nous publie tous les documents, qu'on rende officiel tous les documents au moment de l'attribution de cette concession. Et comment se fait-il qu'une entreprise qui a autant de lacunes d'après le communiqué du gouvernement ait pu fonctionner pendant aussi longtemps avec des concessions à 2 fois renouvelées par ce même gouvernement? Il y a quand même il y a une audit de cette concession du chemin de fer et les 2 avenants qui est annoncé par le chef de l'État pour sortir, honorable député. Vous savez, le même chef de l'État nous a annoncé santé pour tous et eau pour tous et argent pour tous en an 2000, on est en 2017, on voit toujours pas toutes ces choses. Donc. Justement, on est à 1 an d'une élection présidentielle, le président de la République pourrait être battu aux élections, mais qui sera le candidat du SDF? C'est dans 5 mois votre congrès ordinaire. Est-ce que vous, honorable député, vous serez candidat? J'aimerais déjà dire une chose. Le congrès ordinaire, c'est pour renouveler le comité exécutif et les organes exécutifs du parti. Ce n'est pas pour choisir par voie électorale le candidat du parti. Le candidat du parti est choisi par les délégués à un congrès extraordinaire qui, lui, n'a pas encore été fixé. Et ça veut dire qu'à 1 an de l'élection présidentielle, le SDF ne sait pas qui sera son candidat pour une élection présidentielle? Écoutez, ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est que les statuts du parti ne nous permettent pas de le savoir, puisqu'il faut... Les statuts sont très clairs. Le congrès extraordinaire a lieu dans une année électorale. L'année électorale, c'est 2018. Donc, il faut attendre au moins le 1er janvier pour respecter ces statuts-là. Et puis, deuxièmement, ce sont les délégués qui décident de qui sera leur candidat. Donc, il y a aujourd'hui, à mon humble avis, probablement une centaine d'aspirants à la candidature, d'aspirants candidats à la candidature. Mais encore faudrait-il qu'ils passent au niveau des cellules, les primaires, qui passent au niveau des circonscriptions électorales, qui passent au niveau des régions et qu'ensuite qu'ils arrivent donc avec leur projet au niveau du congrès extraordinaire et qui passent là-bas. Il y a quand même 2500 Et vous, vous faites partie de ceux qui aspirent en 2018 à impulser un nouveau changement au Cameroun? Écoutez, je pense que si on est en politique, c'est parce qu'on a des aspirations, qu'on a des ambitions et et que le Cameroun est beaucoup plus important que beaucoup d'autres choses dans votre vie. Et aujourd'hui, je le disais encore au NEC, au comité exécutif national, que tous ceux qui sont assis dans un comité exécutif national, un parti aussi puissant que le SDF, doivent avoir des ambitions au-delà de rester dans l'opposition, au-delà de rester dans le comité exécutif national. Donc il est logique que toutes ces ambitions se retrouvent concentrées dans ce comité exécutif national dont je fais partie. Maintenant, est-ce qu'il faut être un candidat dans la paille? Non. Il faut, si vous êtes candidat, déjà, vous n'êtes pas candidat contre quelqu'un, vous êtes candidat pour... en l'occurrence, devenir président de la République, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que quelque chose que vous allez prendre et venir à la deuxième partie du journal de Equinox Télévision pour faire une annonce. Vous allez le faire à travers un meeting, vous allez le faire à travers autre chose. Donc vous êtes en train de préparer votre candidature? Non, je ne sais pas ce que je dis. Je suis en train de dire, si j'étais en train de préparer ma candidature, je n'aurais pas eu le temps d'être votre invité ce soir. Je suis en train de dire que l'ambition ne manque pas. Je suis en train de dire que la capacité et l'envie ne manquent pas, mais ce n'est pas parce qu'on a ces 3 éléments en face qu'on est nécessairement candidat. Merci, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je trouve dommage qu'on parle toujours de la candidature au lieu de parler du vrai sujet de l'heure, et c'est ce qui me préoccupe, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Si les Camerounais ne vont pas s'inscrire, et les inscriptions s'arrêtent le 31 août, s'ils ne vont pas s'inscrire en masse, vous pouvez avoir le meilleur candidat du monde et ça ne passera pas. Donc il faut qu'on aille tous s'inscrire d'ici le 31 août pour que les listes atteignent au moins
au moins 9 millions d'inscrits et qu'à partir du 1er janvier, si on peut encore, on essaye de s'inscrire pour atteindre les 10, 11, 12 millions d'inscrits. Merci, honorable député Joshua Osei. Je rappelle que vous êtes le vice-président national du SDF. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre 100% foot consacré à l'analyse des 23 lions choisis par le sélectionneur Hugo Broos. C'est dans une poussière de secondes, juste après ce journal. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le SDF tire à boulet rouge sur le gouvernement accusé d'instrumentaliser la loi antiterroriste pour embastiller et maintenir en prison des Camerounais dont le seul crime est d'exprimer leur opinion sur la marginalisation des régions anglophones. Réunis le week-end au sein du comité exécutif national, le principal parti de l'opposition compte choisir son candidat à l'élection présidentielle de 2018 en octobre 2017. On en parle dans ce journal. 25 ans après le décès de Monseigneur Albert Ndormo en exil au Canada, Equinox Télévision dépoussière des archives de l'ancien archevêque, l'ancien évêque de Konsamba, condamné à mort dans un premier temps pour sa connivence avec des leaders de l'UPC. À suivre dans ce journal des révélations troublantes sur la face cachée du régime Ahidjo, ses liens avec des leaders de l'UPC et son exil au Canada. C'est à suivre au cœur de cette édition du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le principal parti de l'opposition tire à boulet rouge sur le gouvernement accusé d'instrumentaliser la loi antiterroriste pour embastiller et maintenir en prison des Camerounais dont le seul crime est d'exprimer leur opinion sur la marginalisation des régions anglophones. Le SDF qui s'insurge contre l'attitude réfractaire des pouvoirs publics à négocier avec les leaders du consortium de la société civile anglophone. Pourtant, le gouvernement a plusieurs fois négocié avec les terroristes Boko Haram pour obtenir la libération des ex-otages camerounais et étrangers à l'extrême nord du Cameroun. Ce sont quelques résolutions contenues dans le communiqué signé du chairman du SDF au terme du comité exécutif national de ce parti qui compte choisir dans 5 mois son candidat à l'élection présidentielle de 2018. Des précisions avec Donald Anyuzwa. Les résolutions du comité exécutif national du Social Democratic Front adoptées à l'issue de la réunion du 27 mai à Bamenda s'ouvrent sur la vie du parti. Le NEC, à ce sujet, félicite les militants pour avoir respecté à l'échelle nationale la position du parti de ne pas célébrer la fête de l'unité nationale le 20 mai 2017. Les militants ont aussi reçu les félicitations de la plus haute instance du SDF pour leur implication à la réussite du 27e anniversaire du Social Democratic Front, célébré le 26 mai dernier. Le NEC, qui a adopté les rapports des commissions portant réorganisation des régions du centre, sud et Adamawa, demande aussi que soient annulées toutes les sanctions disciplinaires infligées aux militants dans la région du centre en attendant la mise sur pied du bureau régional de cette formation politique dans cette partie du pays. Parmi les résolutions du NEC figure aussi l'annonce du congrès du parti pour le mois d'octobre 2017. C'est à l'issue de ces assises que devrait être connu le nom du candidat investi pour briguer un mandat présidentiel lors des élections de 2018. S'agissant de la situation sur le plan national, le NEC propose la mise sur pied d'une commission spéciale chargée de faire un rapport exhaustif sur les meurtres et les violations des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le début de ce qui est désormais convenu d'appeler
la crise anglophone. Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme qui continue de faire des victimes dans l'extrême nord du Cameroun, le SDF accuse le pouvoir de Yaoundé de n'avoir pas suffisamment entretenu le dialogue avec les membres de la société civile dans la perspective de la libération des otages. Enfin, sur le plan international, le comité exécutif du SDF a adressé ses félicitations à Emmanuel Macron pour sa brillante élection comme président de la République française. Des médecins syndicalistes dans des zones reculées du Cameroun. Le ministre de la Santé publique a entamé ce lundi des séances de travail avec le corps médical des hôpitaux publics de référence situés dans la ville de Douala. Les échanges entre André Mamafouda et des médecins se sont tenus à huis clos. Ni la presse, encore moins les autorités locales ne sont conviées. De telles manœuvres de discrétion qui laissent transparaître des inquiétudes des pouvoirs publics sur les risques d'un nouveau débrayage des médecins du secteur public. Nos reporters, Mitterrandam et Flavien Dongo, ont campé durant des heures à l'hôpital La Quintini de Douala pour percer à jour ces réunions et séances de travail entre le ministre de la Santé publique et des médecins. Reportage. Juste derrière moi, l'entrée principale de l'hôpital La Quintini de Douala. Et c'est ici que le ministre de la Santé publique a choisi de venir rencontrer les responsables de cette formation sanitaire. Mais pour quelles raisons? Difficile pour nous de dévoiler au grand public de quoi il est véritablement question, puisque la rencontre est interdite à la presse, l'information qui nous a été révélée. Mais l'on soupçonne qu'il y aurait bien des choses qui se déroulent dans cette formation sanitaire. Des sources proches du ministère de la Santé publique font savoir qu'André Mamafouda n'est pas à Douala pour une balade de santé. La grève des médecins qui secoue le secteur de la santé publique depuis quelque temps semble avoir fait à près de 700 millions de francs CFA. Je vous annonce en deuxième partie de ce journal le vice-président national du SDF, l'honorable député Joshua Ossi, l'invité du 20h pour analyser et décrypter la résolution du NEC, mais aussi se prononcer sur son éventuelle candidature à la tête du SDF pour être candidat pour l'élection présidentielle de 2018. Mais avant, d'abord cet autre programme d'appui aux PME agricoles et agroalimentaires dans les régions du centre, notamment à Ezeka, mais aussi dans le département, dans l'arrondissement de Mfou, où de nombreux paysans ont pu bénéficier de quelques appuis de la part du gouvernement. Joël Niem et Gladys Sidier. Ils sont de plus en plus nombreux, des jeunes porteurs de projets. Des projets qui, pour la plupart, peinent à fonctionner, soit faute de financement, soit parce que les promoteurs de ces entreprises manquent d'expertise. C'est pour résoudre les problèmes qui gangrènent le secteur de l'entrepreneuriat que le programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires a été présenté aux principaux acteurs, avec cette fois un nouveau système qui garantit de meilleurs rendements. Le programme se déploie à travers trois composantes. La première, c'est un système d'information technico-économique à mettre à la disposition des opérateurs économiques du secteur des petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. La deuxième composante, c'est le renforcement des capacités des EMF et la mise à disposition des produits non financiers à destination des PME agricoles. Pour ça, nous devons mener les cadres de concertation pour permettre une plus grande fluidité des informations parmi les acteurs. Et l'objectif étant qu'à l'issue de ces cadres de concertation dans les trois bassins, où se déploie le programme, le bassin du centre, le bassin de l'ouest et le bassin du nord-ouest, que nous ayons par composante trois projets collaboratifs que nous devons financer. Les porteurs de projets seront soutenus par un réseau de formateurs qui leur permettront d'améliorer leurs compétences et par là leur compétitivité. Aussi, les subventions accordées seront remises au terme de la formation. Nous sommes un programme un peu particulier qui n'octroie pas des financements directs aux bénéficiaires. C'est pour ça que nous intervenons plutôt dans la chaîne de valeur pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir bénéficier de l'ensemble des services que le programme peut déployer, afin que du coup, on n'a pas un problème particulier de s'assurer que le bénéficiaire a reçu
le financement. Ce nouveau système de subvention intervient après l'échec de la première phase du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. L'accent à présent est mis sur la transparence dans l'octroi des financements, mais aussi sur la formation des entrepreneurs. 25 ans après le décès de Monseigneur Albert Ndogmo, Equinox Télévision a choisi ce soir de dépoussiérer les archives de l'ancien évêque de Konsamba, condamné à mort dans un premier temps pour sa connivence avec des leaders de l'UPC, et après il a été libéré et est parti en exil au Canada. Dans un entretien accordé à une chaîne canadienne, il a évoqué les raisons de ses liens avec les leaders de l'UPC, mais aussi la face cachée du régime Ahidjo et son séjour au Canada. Des précisions dans ce reportage est signé Éric Martial Ndjomo. Ordonné évêque de Konsamba le 16 août 1964, Monseigneur Albert Ndogmo est le premier prélat noir à occuper cette fonction. Ceci dans un contexte politique particulier au lendemain des indépendances. J'ai succédé à un évêque français, Monseigneur Paul Bouc, sous lequel il y a eu chez nous la guerre civile et une guerre civile qui opposait les hommes d'un parti politique à ceux qui avaient pris le pouvoir après le départ de la France en 1960. Alors, ceux-là se sont établis sur les territoires de mon diocèse sous mon prédécesseur. Il y a eu le terrorisme politique, on a tué des prêtres. Sa liberté de ton et ses multiples publications relativement hostiles au régime d'Amadou Ahidjo poussent beaucoup à lui prêter des ambitions politiques. Pourtant, il est, selon ses propres dires, sollicité pour servir de médiateur avec les responsables de l'Union des populations du Cameroun taxé de rebelles à ce moment-là. Et j'ai réussi à négocier avec les chefs rebelles et j'ai pu ainsi obtenir la paix. Malheureusement, lorsque le chef rebelle fut pris, on trouvait dans son sac un document qui révélait que je l'avais vu un certain nombre de fois pour négocier avec lui. Le 27 août 1970, il est arrêté et condamné pour complicité dans un plan d'assassinat du président Amadou Ahidjo, fomenté par les responsables de l'UPC. Je suis ici suite à une situation politique dramatique dans mon pays. Le Cameroun. Et le Cameroun. J'ai été appréhendé par les pouvoirs politiques, jugé par un tribunal militaire, condamné à mort, puis gracié, puis condamné à la détention perpétuelle. Et après ma libération, 5 ans après mon emprisonnement, je me suis trouvé mal en point. Le pape d'alors, Paul VI, usera de toute son influence pour sa libération. Seule condition imposée par les autorités de Yaoundé, qu'il quitte le territoire une fois libéré. Le pape a beaucoup fait pour certainement m'obtenir la libération. En exil sur le sol canadien, Monseigneur Albert Ndogmo s'adaptera autant que faire se peut. Si au début, évidemment, quand je commençais à prêcher dans l'église de Sainte-Monique des Saules ou du Saint-Sacrement à Québec, je me demandais un peu comment ils allaient accueillir ça. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, en raison d'une de mes convictions théologiques, que depuis que le Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme, tout homme est mon frère. Pendant son exil, Monseigneur Ndogmo reviendra au Cameroun 2 fois après le départ d'Amadou Ahidjo, en 1985 lors de la visite de Jean-Paul II et en 1989. À présent, la liste des 23 lions indomptables retenus par le sélectionneur national, parmi les gardiens, bien sûr, Ondoa, Onana, Bokwe, les défenseurs, 8 défenseurs retenus, Mabuka, Faye, Ngande, Teke, Oyongo, Ngwem, Guiota, Oona, et les milieux de terrain, Siani, Ndjoum, Mandiek, Zambo, Anguissa, également les attaquants, Bassogog, Toko, Nzwa, Ndip, Tambe, Mukanjo, Ngande, Boumal, Olivier. L'on note que les champions d'Afrique, ils sont au moins une dizaine retenus pour cette expédition menée par l'entraîneur sélectionneur Hugo Broos pour les différentes rencontres que le Cameroun doit livrer dans les tout prochains jours relatifs aux éliminatoires justement de la Coupe du Monde Russie prévue, donc la Coupe de la Confédération, mais aussi pour préparer ces différentes rencontres internationales, à savoir la Coupe de la Confédération, mais aussi la prochaine CAN, également la Coupe du Monde qui se jouera en Russie. Là, à présent, maintenant, je vous propose de suivre les résultats de la 16e journée Elite One
qui s'est joué ce week-end à Douala. New Star qui s'est incliné devant Canon, 1-2. Dragon qui a battu Stade Renard, 1-0. Lion Blessé qui a battu Colombe, 1-0. Astre qui a battu Aigle, 1-0. Rassan de Bafoussam qui est venu à bout de Bamboutos de Bouddha, 1-0. Union et UMS ont fait match nul, 1 but partout. Young Sport et Feutieux FC, le score de ce match, 2-0 en faveur de Feutieux FC, soit au total 11 buts marqués en 7 matchs. Même sans jouer, Eding FC est bien parti pour décrocher le titre honorifique de champion de la phase aller. Et le classement non officiel note qu'en au terme de cette 16e journée, Eding est premier de ce classement avec 30 points, avec un match en retard. Deuxième, UMS. Et bien sûr, au bas du classement, New Star et Lion Blessé avec respectivement 13 points et 10 points pour ces deux clubs. Parlons à présent de ce match entre Rassan de Bafoussam et Bamboutos de Bouddha. Malgré les tensions de trésorerie, le club de Bafoussam essaye de se maintenir en Ligue 1 de football. Rassan a battu Bamboutos de Bouddha 1-0. Les temps forts de ce match dans ce reportage signé d'Alaskana et Jean-Paul Founiat. Après le match des supporters durant toute la semaine sur les chaînes de radio, télévision et réseaux sociaux, le derby régional Rassin-Bamboutos connaît un record d'affluence au stade Omnisport de Bafoussam pour cette avant-dernière journée de la phase allée de Ligue 1. Partie des 4 coins du Cameroun, les différents clubs de supporters et comités de soutien poursuivent le match des supporters pour porter chacun son équipe à la victoire. En dépit de l'ouverture du score par le tout-puissant de l'Ouest à la 26e minute, les deux manches du match sont une véritable pilule très amère à avaler. Mené au score, le milliard de supporters des Mangwa Boys est très confiant que son équipe va remettre les pendules à l'heure. La moindre incursion dans chaque camp fait frémir les supporters. Mais la grande forme de l'ange gardien dans sa cage rassure, faisant même rêver sans conviction d'une victoire du TPO en panne de réussite depuis 7 journées. Le Racing tord sans rompre pendant 64 minutes. Et au coup de sifflet final, le TPO a brisé le signe indien à la grande désolation des supporters de Bamboutos. Leur équipe n'a plus gagné depuis 5 journées. Ainsi, le Racing de Bafoussam renoue avec la victoire. La 3e à domicile depuis l'exploit d'1-0 face à Coton Sport de Garoua à la 8e journée. C'est la première victoire de Bertrand Gougny depuis le départ de Guy Bertin Diemnan sur le banc de touche du Racing. Merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de gagner ce match, mais dans la manière. Mais surtout maintenant, je pense qu'il faut relativiser. Ce supporter du TPO parti de Douala pour ce match historique remercie de tout cœur Equinox Télévision pour le travail abattu autour des derbys régionaux. Nous disons grandement merci pour Equinox, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour le regard de l'Ouest et nous disons aussi un bonsoir à la voix de l'Ouest qui est Jean-Paul Founiat. En crise depuis quelque temps, le tout-puissant de l'Ouest a donc sorti sa tête de l'eau. Le club phare de la MIFI clôturera-t-il la dernière journée de la phase allée de Ligue 1 en beauté avec une première victoire à l'extérieur face à Stade Renard de Melon, Joswit Annecy. L'analyse de ces résultats de la 16e journée de Ligue 1, mais aussi la liste de Hugo Bros pour les 23 Lions indomptables convoqués pour un stage, eux qui ont effectué une séance d'entraînement cet après-midi. C'est à suivre dans l'émission 100% foot juste après ce journal. Mais avant, la deuxième partie consacrée à l'analyse et au décryptage des résolutions du NEC du SDF. Je reçois sur ce plateau le vice-président national du SDF, honorable député Joshua Ossi. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Au terme du comité exécutif qui s'est tenu le week-end, comité exécutif national, vous avez affirmé dans un communiqué que le régime Biya mène une guerre non déclarée contre les citoyens du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous avez les preuves de telles accusations graves à l'endroit du gouvernement? Déjà, ce n'est pas un communiqué, ce sont les résolutions du parti.
Et je pense que rien qu'en regardant les différentes émissions consacrées à cette crise de cette chaîne de télévision, on vient à la même conclusion qui est la nôtre. Il est évident que, au vu de tout ce qui se passe et surtout l'incapacité ou le manque de volonté du gouvernement camerounais à trouver des moyens pour résoudre la crise, les gens ne vivent plus en paix. Quand on n'est pas en paix, on est en guerre. Dans ce qui se passe aujourd'hui dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, c'est une guerre non déclarée contre les populations innocentes. Mais le gouvernement estime que ce sont certains activistes extrémistes qui sont des fauteurs de troubles, qui appellent à la rébellion, qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Et le gouvernement essaye tant bien que mal de protéger les populations de ces activistes extrémistes-là. Comment comprendre que vous présentez plutôt le gouvernement comme celui qui déclare une guerre, qui mène une guerre non déclarée à ses propres populations? Écoutez, partout où il y a injustice, on a une responsabilité d'y être. Et je vais utiliser une analogie un peu inopportune, mais c'est peut-être parce que la question me pousse à le faire. Nous avons une guerre connue contre Boko Haram dans l'extrême nord, mais il n'est jamais, malgré le fait que Shekau a utilisé les réseaux sociaux pour diffuser ses vidéos et même des chaînes de télévision, il n'est jamais venu à l'idée du gouvernement camerounais de fermer les réseaux sociaux dans cette zone du pays et d'arrêter les télévisions qui diffusaient ces images de propagande et autres. Ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest est inadmissible d'un point de vue des droits de l'homme pour un pays qui se veut moderne, démocratique comme le Cameroun. Et c'est pour cela que nous nous insurgeons contre cette façon de faire et surtout nous rappelons au gouvernement que la responsabilité de l'ordre lui incombe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il y a des activistes et vous les appelez comme vous voulez que vous allez accepter le fait que 2 régions sur 10 d'un pays soient complètement paralysées pendant aussi longtemps. Il y a des solutions sur la table. Nous avons donné des pistes au gouvernement pour trouver des solutions avec ceux qui discutaient. Vous voyez, quand vous prenez ceux qui sont à la table de discussion avec vous et vous les mettez en prison et vous les accusez de terrorisme pendant que nous savons que les vrais terroristes sont ailleurs et continuent à terroriser les populations innocentes dans l'extrême nord, il y a un 2 poids 2 mesures que plus personne ne comprend. Mais le gouvernement estime que parmi ces leaders du consortium de la société civile anglophone et aussi d'autres personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise, qui en a parmi eux qui ont incité à la révolte, au soulèvement et qui ont participé à la destruction des biens publics durant les manifestations survenues entre novembre et décembre 2016. Est-ce que ces arguments ne tiennent pas pour mettre à la disposition de la justice toutes ces personnes-là? Écoutez, c'est exactement les mêmes erreurs que ce même gouvernement avait fait en tuant Ernest Wangé il y a exactement, je crois, 45 ou 46 ans maintenant. C'est exactement les mêmes décisions que ce même gouvernement. Il ne faut pas oublier, il ne s'agit pas d'un autre gouvernement. L'UNC est devenu le RDPC. C'est les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont fusillé Ernest Wangé sur la place publique à Bafoussam. C'est les mêmes qui ont enfermé Monseigneur Ndogmo et qui l'ont ensuite poussé à l'exil. Vous en parlez, c'est pour ça que je fais un peu l'analogie. Et c'est exactement les mêmes qui étaient incapables de prendre les bonnes décisions lors du commandement opérationnel. C'est les mêmes qui étaient incapables de prendre les bonnes décisions en février 2008. Qui sont encore aux commandes aujourd'hui, qui répètent les mêmes manquements, errements, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est pour cela que nous avons une responsabilité politique de les rappeler à l'ordre. Mais justement, l'État du Cameroun s'est montré favorable pour une mise en liberté provisoire des leaders de ce consortium de la société civile anglophone, Maître Akbor Mbala et le docteur Fontem, qui peuvent être placés sous surveillance judiciaire. C'est la proposition de leur avocat qui a été du moins appréciée et a eu un écho favorable auprès de l'État du Cameroun. Le tribunal va se prononcer le 7 juin prochain. Est-ce que ce n'est pas un signal visant à apaiser les tensions? Écoutez, quand ils seront dehors, quand tous ceux qui ont été enfermés, tout simplement parce qu'ils avaient une opinion contraire à celle du régime en place, ne seront plus en prison, ça sera un début d'apaisement. Mais nous leur disons cela depuis le premier jour, depuis qu'ils ont été arrêtés. On leur a dit c'est une grosse erreur.
Vous ne devrez pas le faire. Et donc aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est de les libérer. Nous ne demandons pas de les libérer le 7 juin, nous ne demandons pas de les libérer. Nous savons que ce sont des prisonniers de conscience, ce sont des prisonniers politiques. Ne venez pas le camoufler derrière un tribunal. Si c'était des prisonniers ordinaires, ils auraient été enfermés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a des tribunaux militaires qui ont été créés, il y a des gens qui sont payés dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Mais le ministre de la Communication a fait savoir que le tribunal militaire à Yaoundé a compétence nationale. Mais le tribunal militaire a compétence nationale, je le lui concède, mais il n'y a aucune raison. Le fait que le tribunal de Yaoundé a compétence nationale... Perdre le cas qui s'apprête à passer à une autre phase de la grève. Sanitaires sont au centre d'une enquête initiée par le ministre de la Santé publique. Cette opération d'incinération des produits périmés de distraire les médicaments encore en cours de validité. L'autre point chaud de meilleures conditions de prise en charge. La cause, les kits qui constituent les éléments de leur prise en charge sont en rupture depuis bientôt un mois. Mais est-ce que ce sont ces raisons qui ont amené le ministre de la Santé publique à Douala? Difficile véritablement de savoir. Mais à y voir de près, les séances de travail tenues à huis clos dans la plupart des formations sanitaires publiques de Douala, et pire encore, loin des micros et caméras, ont sans doute donné l'occasion au ministre de la Santé publique et ses proches collaborateurs d'évoquer les multiples mouvements d'humeur qui plombent le fonctionnement des hôpitaux publics au Cameroun. À la veille du baccalauréat, les sous-centres d'examen sont-ils prêts à accueillir les candidats? Julienne Berthe-Bissaï et Innocent Abega se sont rendus au lycée d'Akwa, ici à Douala, pour s'en tenir de la situation. Reportage. Je suis venue me rassurer en ce qui concerne mon nom, ma date de naissance, mon numéro de banc, la classe, pour que je ne sois pas surpris le premier jour. Je suis venue regarder mon nom, comment il écrit, mon numéro et ma salle. Je suis venue regarder mon numéro de banc et ma salle. Oui, tout est correct, c'est exact. Oui, tout bien écrit. J'ai juste hâte de composer, je suis trop fière. Bon, c'est comme si les résultats étaient assortis. J'ai un peu peur parce que pour moi c'est comme si c'était du nouveau, mais je sais que je vais affronter cet examen demain et je vais bien le commencer. J'ai peur parce que je ne suis pas stressée. Je me sens comme ça, c'est comme si c'était une séquence en classe. Je vais composer comme toutes les autres séquences en classe. Je ne suis vraiment pas stressée, c'est ça qui me fait plutôt peur. Et si je ne venais pas aujourd'hui, je ne devais pas savoir qu'on exigeait SINAT. Peut-être l'année passée, j'avais le chion comme ça quand je venais composer. Menace de malnutrition plane sur le septentrion du Cameroun. Les exactions des terroristes ont fait fuir des agriculteurs de leurs terres. Du coup, la production a reculé ces 3 dernières années. Le gouvernement tente de relancer une campagne agricole dans un contexte de sécurité précaire. Amadou Daïrou et Kate Diarra. 2 mois
Après le lancement de la campagne agricole 2017 dans la zone méridionale à Buea, les populations du septentrion ont eu droit à la leur. Dans la zone septentrionale, par rapport aux zones méridionales, la campagne avait été lancée en mars 2017 à Buea. Une ouverture de saison agricole sous fond de revendications, puisqu'ici, la secte islamique Boko Haram continue de s'aimer la terreur, poussant les agriculteurs à changer leur méthode de travail. On passe nuit à Mora, mais nos familles comme nos femmes, on laisse au village. Et puis le matin, on part avec un peu de carburant pour aller arroser le champ. De temps en temps, c'est comme ça qu'on a produit nos productions dont vous voyez actuellement. Un changement qui est opéré jusque dans la vie de tous les jours. Car en plus de se mettre à l'abri, il faut continuer de travailler afin de subvenir aux besoins de la famille. Chose pas toujours aisée, alors on se mobilise pour poser des doléances. Quand il y a l'insécurité, on a peur d'évacuer les produits et se bloquer à la maison. Notre doléance, c'est qu'il renforce l'insécurité. Il peut avoir les gens qui renforcent l'insécurité au niveau des villages. Et là, ça serait notre grand souhait. Ces doléances seront écoutées par le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, qui n'est pas venu jusqu'ici les mains vides. Nous avons choisi de mettre l'accent sur l'accompagnement du retour des populations sur leur site. Et nous avons apporté, comme vous l'avez suivi, du matériel et des équipements pour permettre aux populations de se relancer. De quoi rajouter du sourire aux lèvres de ces agriculteurs qui, en plus du don de matériel, ont reçu un appui financier évalué